Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui quelques éléments relatifs à la façon dont notre cerveau traite les émotions. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Est-ce que ce sont ces sentiments qui nous agitent si souvent de façon un petit peu contradictoire et mélangée? La joie qu'on peut ressentir à voir un être cher ou à entendre une bonne blague si on éclate de rire, ou bien la peur qu'on ressent à chaque fois qu'on voit Psychose ou Le Silence des agneaux, la gêne qu'on ressent quand on repense à quelque chose qu'on a fait récemment et dont on n'est pas très fier, la colère qui nous met parfois hors de nous, ou même ce désarroi, voire cet ennui qu'on ressent parfois seul ou auprès d'autres, et aussi ces sourires, l'amour échangé avec un enfant, ces pleurs s'il a faim, ou bien aussi ces émoticônes dont on ne peut s'empêcher de garnir tous nos messages aujourd'hui pour essayer de leur donner vie et relief. Les émotions, c'est tout ça en fait, et c'est peut-être un concept qui a cette particularité qu'on sait tous donner des exemples d'émotions, en parler, citer abondamment, tout en ayant du mal à en donner une définition opérationnelle. Alors très schématiquement, si on prend une définition du dictionnaire, l'émotion, on peut la définir comme un état affectif généralement intense, brusque et momentané, généré par un événement externe ou interne, et qui est caractérisé par divers phénomènes physiologiques, souvent qualifiés de troubles dans les définitions. Donc, les définitions insistent souvent sur le caractère perturbateur des émotions, sur le caractère brusque et rapide et généralement transitoire, ce qui est un élément qu'on donne parfois pour distinguer les émotions de l'humeur, qui ont une durée un peu plus soutenue dans le temps. C'est une réaction, c'est une réponse, l'émotion, fondamentalement, en réponse à un événement externe ou interne. Et de façon également très essentielle, les émotions ont un versant somatique, comme cette définition le souligne, somatique, physique, et puis un versant mental, psychologique, ressenti. Alors ça, ces deux versants, ça a fait l'objet, et ça fait encore l'objet de moult débats, on va dire, entre les scientifiques, mais on ne s'y attachera pas ici. On dira simplement que ces deux versants complémentaires et qui sont probablement tous deux assez essentiels aux émotions. Étymologiquement, les émotions, c'est un mouvement, finalement, quelque chose qui se produit en soi, mais qui nous amène un peu hors de nous. C'est un moment de déséquilibre. Alors, ce que cette définition et beaucoup de définitions obèrent assez totalement, c'est le caractère fondamentalement adaptatif des émotions. Une émotion, c'est effectivement une réaction rapide, brutale de l'organisme, mais qui se produit en réponse à un événement important pour l'organisme, et elles ont une fonction adaptative parce qu'elles permettent notre survie ou bien le fait de détecter et traiter des événements positifs qui peuvent nous apporter du plaisir ou une récompense. Et les émotions permettent de mobiliser ainsi l'organisme pour prioriser l'information, prendre des décisions rapidement, parfois quand on n'a pas forcément le temps d'analyser tous les paramètres de cette situation. Elles ont aussi une fonction tout à fait essentielle de communication et dont vous entendrez, je pense, beaucoup parler avec la conférence suivante. Fonction essentielle de communication qui est très développée chez l'être humain, animal social. Les émotions, elles participent donc du fonctionnement normal de l'organisme, même si souvent, en tant que, je pense, chercheuse sur l'émotion, on est un petit peu à part, à côté, des fois, sur la cognition, sur tous les processus cognitifs nobles, mais en fait, elles font fondamentalement partie de notre fonctionnement normal. Elles interagissent avec des processus liés à la perception, elles colorent nos perceptions, elles influencent les processus attentionnels, notre attention, elles jouent un rôle de filtre, de sélection d'informations. Elles ont également des interactions étroites avec la mémoire, permettant entre autres de relier les choses présentes et les choses passées, par exemple. Donc, depuis longtemps, les scientifiques s'y intéressent. Et qu'est-ce qu'on peut donner quelles sont nos connaissances, si vous voulez, sur les bases cérébrales des émotions?
Alors tout d'abord, d'un point de vue expérimental, les scientifiques se sont attachés à mettre en évidence ces phénomènes que je vous présentais auparavant, c'est-à-dire l'impact des émotions sur le traitement de l'information, le traitement des stimulus. Je vous donne ici un exemple de tâche classique, qui est une tâche dans laquelle on présente des mots rapidement, successivement, à un sujet. Certains mots sont écrits en vert et le sujet doit détecter ces mots, rapporter les mots écrits en vert. Et vous voyez que parfois, il y a un premier mot suivi d'un deuxième à un intervalle assez court. Dans ce cas-là, le deuxième mot tend à ne pas être rapporté, c'est-à-dire qu'on a du mal à le voir, on a du mal à le rapporter consciemment. Alors, ce phénomène s'appelle le phénomène de clignement attentionnel. Il a fait l'objet de nombreuses études. Et pour ce qui nous intéresse ici, on a constaté que ce phénomène de clignement était en fait moindre quand ce qui était présenté en deuxième, c'était un mot émotionnel. C'est-à-dire que pour un mot neutre, on rapporte rarement le mot. Si le mot est émotionnel, ici c'est le mot viol en anglais, on va plus souvent rapporter ce mot. Donc ça, c'est l'évidence expérimentale pour le phénomène de capture attentionnelle, le fait qu'il semble y avoir une facilitation du traitement perceptif des stimuli émotionnels. Et même au-delà de ça, on peut montrer qu'il y a un certain traitement non conscient possible de ces stimulus. Alors il y a des tâches, par exemple, dans lesquelles on peut vous présenter des stimulus que vous n'allez pas percevoir consciemment. Donc par exemple ici un visage en colère qui est présenté un temps très bref et suivi tout de suite d'un visage neutre. Dans ce cas, vous rapportez uniquement le visage neutre, vous avez l'impression d'avoir uniquement vu un visage neutre. Pourtant, si on enregistre ce qu'on appelle la réponse électrodermale, c'est-à-dire c'est un indice d'une réaction physiologique corporelle assez basique, d'éveil, ce qu'on appellera d'éveil émotionnel, eh bien cette réponse électrodermale, qui s'enregistre au niveau des doigts, c'est pour ça que je montrais mes doigts à l'instant, elle augmente quand on a mis ici de façon masquée un stimulus émotionnel par rapport à un stimulus neutre. Et ça, alors même que vous n'êtes pas capable de dire que vous avez vu le stimulus émotionnel. Ça montre donc qu'il y a une détection inconsciente de ce stimulus, ce qu'on a parfois appelé un phénomène d'attention émotionnelle. C'est un concept un petit peu original pour nous, parce que d'abord, il rapproche deux concepts éloignés, l'attention, l'émotion, et ensuite parce que c'est une forme d'attention éventuellement non consciente, donc c'est une orientation attentionnelle assez basique. C'est ce qui se passe quand vous marchez en forêt et que brutalement vous avez l'impression qu'il y a un truc qui bouge sur le côté et que vous sautez avant même de savoir ce que c'est. Peut-être c'est pas un serpent, peut-être c'est juste une brindille sur laquelle vous avez marché, que vous avez fait bouger sans faire attention, mais voilà, vous avez réagi, histoire d'éviter un danger, avant même de savoir ce qui se passait. Alors maintenant, comment on peut trouver la trace de ces phénomènes dans le cerveau, c'est-à-dire essayer de voir comment le cerveau traite les émotions au plan cérébral, quelles sont les bases cérébrales du traitement des émotions, et cette espèce de sensibilité qui semble quand même extrême au stimulus émotionnel. Alors pour ces études, on a accès à différentes méthodes aujourd'hui très riches et nombreuses. Les méthodes que vous connaissez peut-être d'imagerie par résonance magnétique, en particulier fonctionnelle, qui permettent de voir au cours de différentes tâches si des régions du cerveau vont s'activer alors que d'autres resteront, elles vont s'activer plus dans telles conditions où on traite un stimulus émotionnel, par exemple, que si on traite un stimulus neutre. Alors, ces méthodes, elles nous ont permis de voir que les émotions, finalement, elles activent un large réseau de régions, donc vous reverrez peut-être après. C'est en fait pas sur ça que je voudrais m'attarder. Je ne veux pas vous donner le catalogue, la liste des régions impliquées, très nombreuses, qui sont au niveau de la surface corticale, mais aussi dans des régions plus profondes du cerveau. On a d'autres méthodes aussi, qui sont par exemple la magnétoencéphalographie et l'électroencéphalographie, méthodes également non invasives avec lesquelles on peut enregistrer les phénomènes chez les sujets sains ou dans différentes pathologies, et qui nous permettent de suivre à la surface de la tête le reflet de l'activité électrique des neurones. Avec ces méthodes, on a la possibilité littéralement de suivre milliseconde après milliseconde le traitement de l'information et de voir ainsi le cerveau en action. Alors j'ai cité ici une méthode additionnelle, la stimulation magnétique transcrânienne. C'est une méthode un peu différente qui permet de faire des perturbations transitoires
de l'activité cérébrale en appliquant un champ magnétique à la surface de la tête et qui nous permettent aussi parfois de tester l'importance de tel ou tel phénomène dans le fonctionnement cérébral et ainsi d'avoir une imagerie dynamique des phénomènes. Alors, comment marche la MEG et l'EEG, magnétoencéphalographie et électroencéphalographie? Ces méthodes sont en général un petit peu moins connues du grand public, donc je vous en dis un mot. Vous le savez, l'information électrique, l'information au sein des neurones, est véhiculée sous la forme d'un message électrique. Et en fait, en général, ce message, évidemment, il est tout petit à l'échelle de ce qu'on peut mesurer en termes d'amplitude du signal électrique, mais souvent, vous avez des populations de neurones, des groupes de plusieurs centaines de millions de neurones qui sont actifs ensemble, de façon synchrone. Vous voyez, ils reçoivent une information, ils la traitent et ils l'envoient vers une autre région. Et ça fait qu'à l'échelle de la surface corticale en particulier, où vous avez des populations de neurones bien particulières, sont créés des champs électriques qui vont se propager jusqu'à la surface du crâne et qu'on peut détecter avec des capteurs externes. C'est le principe de l'électroencéphalographie qui existe depuis les années 30 et de la magnétoencéphalographie, méthode un peu plus complexe parce qu'elle nécessite d'enregistrer les champs magnétiques produits à la surface de la tête par l'activité électrique des neurones. Quand il y a un champ électrique, il y a toujours un champ magnétique qui l'accompagne. Ça, c'est un principe de physique. Et ça nécessite de faire appel à des méthodes de supraconductivité, donc c'est un peu plus complexe. Mais voilà, on a aujourd'hui des capteurs pour faire ça. Alors, ces méthodes, avec des algorithmes de traitement informatique, des méthodes mathématiques adaptées, basées sur les connaissances physiques qu'on a de propagation des courants électriques et des champs magnétiques, eh bien, elles nous permettent non seulement de voir l'activité du cerveau à une échelle macroscopique, à la surface de la tête, milliseconde après milliseconde, quand on traite un stimulus, mais elles nous permettent aussi de reconstruire les sources de ces activités au sein du volume cérébral. Et on a comme ça un film du cerveau en action, donc soit à la surface de la tête, ça c'est une image vidéo de l'activité qu'on a enregistrée au cours du temps. Ici, cette activité, on peut la reprojeter au sein du cerveau et voir du coup l'activité se déployer là aussi au sein du cerveau au cours du temps. Et on peut même aujourd'hui, avec des méthodes adéquates, étudier pas seulement l'activité en une zone donnée, mais la façon dont les régions cérébrales dialoguent entre elles, ce qu'on appelle le couplage fonctionnel ou la connectivité fonctionnelle entre régions entre elles, et tracer. Alors là, c'est une représentation schématique, il n'y a rien qui sort de la tête pour de vrai. On trace simplement des lignes qui reflètent la force des couplages et du dialogue entre les régions cérébrales. Donc avec ces méthodes, on a vraiment la possibilité de faire une imagerie dynamique des réseaux fonctionnels cérébraux. Et en fait, ces méthodes, elles sont particulièrement importantes pour l'étude des émotions. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, les émotions, ce sont des phénomènes dynamiques, changeants, qui impacte finalement notre traitement du monde environnant. On a l'impression à plusieurs étapes. On repère un stimulus, on le traite, on a une réaction émotionnelle. Donc c'est important, si on veut comprendre le cerveau des émotions, d'avoir des méthodes d'étude du fonctionnement cérébral adaptées qui nous permettent vraiment de faire cette imagerie dynamique des réseaux fonctionnels cérébraux. Alors je vais vous présenter quelques résultats obtenus avec ces méthodes. Et je vais insister en particulier sur l'aspect que je trouve fondamental dans les émotions, qui est le fait qu'elles impactent le traitement cérébral, même dès ses étapes les plus précoces. Alors voici une étude qui a été faite par Stéphanie Dubal il y a déjà quelques temps, qui portait sur la perception de visages émotionnels, ici souriants, et de visages neutres. Et elle étudiait, à l'aide d'un ensemble d'électrodes EEG placées sur la tête du sujet, les réponses à ces visages. Vous avez ici la réponse enregistrée sur un des capteurs EEG, pour les visages joyeux, pour les visages neutres en gris, vous voyez, sur ce capteur qui est en gros ici, là, vers l'arrière de la tête. Et cette réponse, à 100 millisecondes, on voit qu'elle est plus grande pour le visage joyeux que pour le visage neutre. Et on le voit ici sur une vue arrière de la tête, où on a reproduit en couleur l'amplitude du potentiel électrique, si vous voulez, générer en réponse au visage, une réponse plus grande ici pour les visages joyeux que pour les visages neutres, vers 100 millisecondes. Donc cette activité, elle est réputée, on la connaît, cette activité vers 100 millisecondes en réponse au stimulus visuel. Habituellement, elle est
refléter le traitement perceptif, sensoriel des stimulus au niveau des régions visuelles extrastriées. On voit donc là que ce traitement précoce, 100 millisecondes, hein, c'est 1/10 de seconde, peut être modulé déjà en fonction de la signification émotionnelle du stimulus. Alors peut-être, attention, je n'ai pas dit que c'était lié, vous ne comprenez pas l'émotion, votre cerveau, je ne parle pas de perception consciente de l'émotion, je parle simplement des premières réponses liées au traitement de ce stimulus. Peut-être qu'il y a des éléments bas niveau hein, dans le sourire, cette grande barre blanche des dents, qui fait que le stimulus, visuellement, il est très différent du stimulus neutre. Mais quand même, c'est quelque chose qui est prédictif d'une émotion dans le stimulus et que votre cerveau détecte. Alors cette réponse n'est pas spécifique des visages humains émotionnels. Elle a pu être montrée pour, par exemple, des visages comme ça, un petit peu de robots. C'est aussi une étude du groupe de Stéphanie Duval. Pour des valences positives ou négatives, différentes valences émotionnelles, plus ou moins intenses, pour des postures corporelles, même pour des images, des scènes complexes, et aussi pour des mots, vous voyez, présentant différentes connotations émotionnelles. Donc cette réponse très précoce, on l'a aussi observée hein, pour des stimulus, à vrai dire, non significatifs qu'on avait associés à des émotions. Il semble y avoir une modulation précoce du traitement cérébral des stimuli en fonction de l'émotion. Alors on peut aller un peu plus loin dans ce genre d'études de modulation. Ça, c'est une expérience que nous avions faite avec Chacha Morel en thèse à l'époque dans mon équipe sur la façon dont le contexte émotionnel d'encodage d'un stimulus va modifier ensuite les réponses à ce stimulus quand on le revoit plus tard. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on a montré des visages neutres, totalement neutres, hein, une batterie de visages qui a été standardisée à cet égard, en tout cas évaluée pour ça, pour présenter une expression neutre. Et on associait ces visages, la première fois où ils étaient vus, avec un message auditif qui était soit négatif, soit positif, soit relativement neutre. Et ce message auditif, exprès, ce n'était pas un message auditif extrêmement intense au plan émotionnel, parce que souvent dans ces expériences, on utilise des contextes émotionnels assez intenses. C'était des événements, on va dire, un peu de la vie quotidienne. Et ces visages, ils étaient ensuite répétés, mais tout seuls, une deuxième fois, 1 à 7 minutes après. On enregistrait les réponses MEG. Alors vous voyez là une machine MEG, hein, tout à fait classique. Les capteurs, pourquoi ça a une tête comme ça, d'un espèce de casque de coiffeur? Parce que les capteurs qui permettent de recueillir les champs magnétiques au sein de la tête sont plongés à très basse température dans l'hélium liquide. C'est une condition nécessaire hein, qui permet de les rendre supraconducteurs et qui permet de les rendre sensibles aux tout petits champs magnétiques générés par la tête humaine. Donc, du coup, en fait, ça, c'est une grosse bouteille thermos à l'envers, puisque comme les capteurs sont dans l'hélium liquide, il faut du vide et ensuite la surface externe du capteur où vous mettez votre tête. Quand je dis très basse température, c'est moins 269 degrés Celsius. C'est très bas. Et on a ici, dans ce système-là, environ 150 capteurs qui vont couvrir toute la tête. Donc, dans cette étude, voilà ce qu'on a observé. Ici, je vous représente les réponses enregistrées sur les 150 capteurs au cours du temps et de façon superposée, c'est-à-dire c'est toutes les courbes sur les 150 capteurs, les unes sur les autres au cours du temps, en réponse, alors en vrai, hein, pas un seul visage, il en faut pas mal. Donc là, c'est environ 70 visages différents par condition expérimentale, par exemple, qui nous permet, parce que ces réponses sont toutes petites, donc voilà, on a un traitement du signal qui nous permet de les extraire de l'activité de fond de votre cerveau qui est toujours actif. On a vous voyez, une série, ce qu'on appellera nous, d'ondes ou de réponses évoquées, c'est-à-dire des variations de l'activité magnétique hein, qui correspondent au traitement de l'information, en fait, là où se produisent ces activités. Les champs magnétiques entrants sont en bleu, les champs magnétiques sortants en rouge, hein, tout simplement, c'est un code. Et bien là où se produisent ces activités donnent des pics d'activité à la surface de votre tête en fonction de la région de votre cerveau qui est active. Et dans cette expérience-là, ce qu'on a observé, c'était que c'était les réponses très précoces, ici, qu'on appelle M70, qui sont observées entre 30 et 60 millisecondes, qui étaient modulées en réponse au visage neutre, vu la deuxième fois tout seul, mais en fonction de l'émotion qui avait été associée antérieurement à ce visage. Donc voilà la modulation, c'est l'activité
qui étaient différentes. Alors ici en particulier pour le contexte positif par rapport aux deux autres contextes qui évoquaient la colère ou neutre, et cette modulation n'était pas observée lors de la première présentation. Alors on peut, avec différentes méthodes, reconstruire les sources de ces activités, comme je vous l'ai dit, donc chercher à localiser les sources des activités au sein du cerveau. Et ce qu'on observait, c'est que cette modulation d'activité entre 30 et 60 millisecondes, elle était associée à des activités différentes au sein de deux grands groupes de régions. Vous avez ici une vue ventrale comme ça du cerveau. Vous voyez le cerveau par en dessous. On a enlevé le cervelet. Donc ça, c'est le lobe temporal droit, le lobe temporal gauche. Et puis au-dessus, ici, en arrière-plan de l'image, il y aurait, si vous voulez, le sommet de la tête. L'avant est là. Et donc ça, ces régions postérieures, ce sont les régions visuelles qu'on dit extrastriées. C'est-à-dire que ce n'est pas les régions visuelles les plus précoces dans le traitement visuel, mais c'est des régions qui font partie des aires visuelles secondaires et associatives. Donc une modulation au sein de ces régions, et également ici, au niveau, ce qu'on appellera temporal antérieur médian. Donc ça, c'est une région qui est corticale, mais toute proche, juste en dessous, il y a ce qu'on appelle l'amygdale, qui est une de ces régions un peu profondes dans le cerveau, connue pour être très importante dans le traitement des émotions. Donc, ce qui se passe, c'est que quand un stimulus a été antérieurement associé à une émotion ici, eh bien la réponse à ce stimulus, la deuxième fois où vous le voyez, elle est modifiée, et ça dès vraiment les toutes premières réponses qu'on a à ce stimulus entre 30 et 60 millisecondes. Pour le coup, ça correspond vraiment aux premières volées d'informations qui arrivent au niveau cortical. Et cette modulation n'existait pas, il n'y a rien du tout la première fois, puisque les stimulus, vus la première fois, n'étaient encore associés à aucun contexte, ils étaient tous neutres. Ça nous montre à quel point l'expérience, en particulier émotionnelle, antérieure, modifie très précocement les réponses cérébrales. En quelque sorte, vous ne voyez jamais le monde tel qu'il est, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, vous le voyez chacun uniquement en fonction de vos expériences passées avec les stimulus, et en particulier l'expérience émotionnelle est sans doute une des composantes très importantes de cette expérience. Alors à nouveau, attention, je ne parle pas ici du fait qu'on aurait extrait à 60 millisecondes la signification de l'émotion ou qu'on aurait quelque chose qui va changer nos comportements. Les sujets n'étaient pas conscients de ces associations, il n'y avait pas de trace comportementale de cette association qu'on avait faite. Et ça d'ailleurs, on pourrait en discuter longuement, c'est un des débats. Les réponses que nous, on observe au niveau cérébral, toutes ne sont pas forcément associées à des comportements, n'impactent pas la façon dont on va réagir au stimulus. Et c'est une des grandes questions, je dirais, en neurosciences, dans tout ce qu'on voit quand on fait de l'imagerie cérébrale, de savoir qu'est-ce qui participe, qu'est-ce qui va intervenir dans notre chaîne vraiment de décision, d'action, de réponse à des stimulus. C'est une question qui n'est pas simple. Alors, on peut en fait aller encore plus loin aujourd'hui pour étudier ces réponses cérébrales. Pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle la magnéto- et l'électroencéphalographie, souvent les gens disent « oui, mais avec ces méthodes-là, vous voyez quand même le reflet des choses qui se passent dans le cerveau, mais la partie du cerveau qui n'est pas trop loin des capteurs, parce que sinon c'est loin, avec la distance ça s'atténue, et du coup vos capteurs à la surface de la tête n'arrivent pas à détecter l'activité. » Pareil, c'est un débat assez actif. On a des méthodes aujourd'hui qui nous permettent vraiment quand même d'aller mesurer, essayer d'évaluer la réponse cérébrale, même celle qui vient de régions relativement profondes du cerveau. Alors vous voyez là, c'est une méthode qui a été développée dans laquelle on va s'appuyer en fait, pas seulement on va amener une information complémentaire dans nos signaux MEG-EEG électromagnétiques, on va utiliser l'IRM, c'est-à-dire l'image de la structure du cerveau des sujets. On peut apprendre l'image individuelle de chaque sujet. Et avec des méthodes de traitement d'image, on peut segmenter ces IRM pour, vous voyez, être capable de localiser, je dirais, au plan vraiment là, du traitement d'image, des structures clés qui sont ici, les structures du lobe temporal médian, l'hippocampe en rouge et l'amygdale en vert. Donc là, vous avez une vue qui serait une vue par dessous du cerveau, puisque normalement, l'amygdale, elle est légèrement en avant de l'hippocampe et un peu au-dessus.
On extrait ça, et on va comme ça pouvoir segmenter l'ensemble des surfaces du cerveau qui sont susceptibles de générer des activités électriques et magnétiques enregistrées par nos capteurs à la surface de la tête. On va faire ce qu'on appelle faire un modèle de source, c'est-à-dire qu'on modèle l'ensemble des sources possibles de signal au sein du cerveau, non seulement au niveau de la surface corticale, vous voyez, qui est plus près des capteurs, mais également dans des régions profondes telles que l'hippocampe et, pour ce qui nous intéresse ici, l'amygdale, puisque c'est une des régions clés dans le traitement des émotions. Et avec ça, par exemple, je vous montre un exemple d'étude faite il y a quelques années avec Thibaut Dumas, un autre doctorant dans l'équipe. On avait comparé les réponses à des visages effrayés ou bien neutres avec un regard direct. Excusez-moi, j'ai du mal à localiser mon pointeur, donc je pense que si vous le voyez, je pointe un peu aléatoirement sur le truc. Avec un regard direct ou bien dévié. Les émotions, en particulier dans les visages, mais pas seulement, ce n'est pas forcément seulement les expressions émotionnelles du visage. C'est aussi d'autres informations qui peuvent avoir une valeur émotionnelle pour vous, être tout à fait pertinentes. Donc ce qui nous intéressait là, c'était d'essayer de localiser l'activité dans l'amygdale et voir si elle était modulée en fonction de ces différents types d'informations dont on pensait qu'elles pouvaient avoir une valeur émotionnelle pour le sujet. Et ce qu'on a observé, donc avec ces méthodes qui nous permettent de séparer les sources d'activité dans l'amygdale et puis ailleurs, là, c'est le décours temporel reconstruit au sein de l'amygdale pour les différents stimulus dont je vous ai parlé. Et on observe qu'entre 130 et 170 millisecondes, il y a une modulation de la réponse au sein de l'amygdale en fonction du fait que le visage, voyez, est effrayé ou bien neutre, donc une réponse plus grande pour les visages effrayés. Et de façon intéressante, vous vous apercevez que plus tardivement, il y a aussi une modulation, mais elle est un peu plus complexe. On a une réponse en fait différente en fonction de la direction du regard, direct en trait continu, dévié sur le côté en trait pointillé, et cela seulement pour les visages effrayés. Alors, c'est un petit peu technique, mais qu'est-ce que nous dit cette expérience ? Eh bien, elle nous amène un niveau de complexité additionnel qui nous montre qu'en fait, on a un traitement distribué dans le temps des émotions et qu'on a différentes étapes dans ce traitement de l'information. C'est-à-dire, selon à quel moment vous allez scruter les réponses cérébrales, vous verrez des réponses à différents aspects des stimulations. Excusez-moi. Alors, à quoi ça correspond ? Quel est le mécanisme cérébral sous-jacent ? L'image, en vérité, est complexe et là aussi objet de débat et de raffinement actif, mais je vous montre, disons, l'image globale, générale qu'on a. Quand vous voyez, je prends l'exemple d'un stimulus visuel, mais on pourrait prendre l'exemple de stimulus auditif ou tactile ou autre. Quand vous voyez un stimulus, il est analysé au niveau de vos yeux. Cette information, elle est transmise par des relais au sein de votre cerveau, ça c'est au sein du thalamus, qui vont emmener l'information vers votre cortex visuel, où elle va être analysée étape par étape avec un traitement de plus en plus complexe et fin. Et puis, cette information, à la fin, ces régions, elles sont connectées à l'amygdale. Donc, une de ces, en vérité, ce n'est pas la seule région, mais c'est une de ces régions centrales dans le traitement des émotions, qui va ensuite pouvoir analyser l'info et envoyer des efférences, des sorties vers d'autres régions, entre autres des régions responsables de nos réactions émotionnelles. Ce qu'on sait, ou en tout cas l'hypothèse qu'on a, mais pour laquelle on a des évidences expérimentales aujourd'hui de plus en plus directes, c'est que ça, je dirais, c'est une route assez lente. Il faut avoir vu le serpent pour pouvoir sauter. Mais en vrai, on a des chemins alternatifs. Il y a deux choses. D'une part, il y a quand même un chemin alternatif, je vais le dire dans cet ordre-là, qui va un autre noyau dans le thalamus, d'autres régions, qui vont permettre d'envoyer l'information très vite vers l'amygdale. Alors c'est certes une information visuelle, beaucoup moins élaborée, sans doute avec beaucoup moins un niveau d'analyse moindre, mais susceptible d'atteindre l'amygdale très rapidement. Bon, par ailleurs, pour ne pas trop simplifier l'image, sachez qu'en vérité, on sait qu'il y a aussi des connexions très rapides, et ici du cortex visuel même primaire vers l'amygdale, qui pourrait aussi être responsable d'un transfert d'informations très rapide vers l'amygdale, sans passer par cette voie alternative. Toujours est-il que du coup, qu'est-ce qui se passe ? L'amygdale, elle reçoit de l'information à différents moments. Elle reçoit différentes volées d'informations, des informations grossières initialement, très vite,
puis des informations beaucoup plus détaillées plus tard. Et cette amygdale, on sait aussi qu'il y a des connexions en retour, c'est-à-dire qu'elle va reprojeter vers les cortex sensoriels. Et c'est sans doute ça un des éléments clés de ce qu'on appelle l'amplification émotionnelle, c'est-à-dire vous avez une réaction, vous ne savez pas trop ce dont il s'agit peut-être, mais vous allez analyser, prioriser le traitement perceptif et puis ensuite différents traitements également des stimulus émotionnels. Donc on a comme ça l'image aujourd'hui est en fait bien plus complexifiée parce qu'il implique d'autres régions cérébrales, à la fois à côté de l'amygdale et du thalamus et puis à la fois au plan cortical, du réseau fonctionnel qui permet le traitement des émotions. Et qui est un réseau dynamique, comme je vous le disais. Donc en conclusion, ce que nous montre l'ensemble de ces études, ce survol un peu rapide, c'est d'une part l'importance des émotions, et je dirais l'importance même dans le champ des neurosciences cognitives, si on veut avoir une image complète du fonctionnement humain, il faut sans doute, et je pense qu'avec les présentations que vous avez eues aujourd'hui ici, été convaincus qu'on ne peut pas se contenter d'une étude relativement désincarnée du cerveau, du fonctionnement du cerveau humain. Il y a des éléments émotionnels et en particulier des éléments sociaux qui sont très pourvoyeurs d'émotions qu'il faut prendre en compte. Même quand vous faites une expérience en laboratoire, en vrai, elle se situe dans un contexte social. On a aujourd'hui des méthodes d'imagerie cérébrale, en particulier électrophysiologiques, c'est-à-dire qui permettent de recueillir les activités électromagnétiques générées par le cerveau, qui constituent vraiment des outils uniques pour l'étude de ce cerveau émotionnel et de l'ensemble des réponses cérébrales qui peuvent être modulées par les émotions et qui permettent de rendre compte comme ça du caractère dynamique du traitement cérébral des émotions. Et ça, c'est très important pour mieux comprendre à la fois le fonctionnement des émotions, comment elles contribuent à l'adaptation de nos comportements, au caractère bien adapté de nos comportements, et puis également quel rôle elles peuvent jouer parfois dans la pathologie. C'est un élément qu'on a souvent, là aussi, tendance à sous-estimer dans de nombreuses pathologies, mais il y a de nombreuses pathologies, pas seulement celles du fonctionnement social, mais même les pathologies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, dont on sait qu'elles ne sont pas que cognitives ou mnésiques, pas que motrices pour la maladie de Parkinson. Il y a des problèmes non moteurs et parfois aussi, en fait, antérieurs aux problèmes moteurs, qui sont ceux qu'on voit sur le devant de la scène. Mais ces troubles émotionnels sont en fait assez importants et essentiels sans doute pour la qualité de vie et les interactions des patients. Et j'aime bien finir par cette citation de Antonio Damasio, qui est de Adolphe, élève d'Antonio. Oh là là, il n'est pas là. Donc, de Adolphe, qui a dit que pour avoir faire un compte-rendu, avoir une image complète de tout processus cérébral, finalement, il faut qu'on prenne en compte, souvent on a tendance à parler de la région qui est impliquée, mais en vrai, pour en avoir une image complète, il faut qu'on prenne à la fois la dimension spatiale, quelle région dans le cerveau, et la dimension temporelle du traitement, c'est essentiel. Il faut qu'on arrive à avoir quelque chose comme un film du cerveau en action, et c'est ce que nous offrent comme possibilité les méthodes MEG-EEG. Merci beaucoup de votre attention. Je vous laisse boire votre eau quand même. Merci. Donc merci pour cette passionnante présentation. Vous avez justement, je voudrais rebondir sur le terme incarné. Vous avez donc parlé, et de ce que je comprends bien sûr, les études sont sur le cerveau essentiellement, mais comme on sait qu'on fonctionne aussi en système, est-ce qu'on étudie aujourd'hui et quels moyens on a pour étudier, pour savoir si l'émotion peut aussi se situer par exemple dans le cœur, ailleurs dans le corps? Alors, une très bonne question. Oui, on a des moyens, parce qu'en fait, ce qui se passe et qui se développe de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on a des moyens de mesurer, et simultanément, typiquement l'activité cardiaque, l'activité musculaire, ou comme je vous le disais, des réponses physiologiques type réponse électrodermale, mais aussi l'électrogastrogramme, par exemple, donc le reflet électrique des mouvements intestinaux, ou la respiration. Et on peut combiner ces enregistrements avec ceux de l'activité cérébrale. Alors avec deux aspects. D'une part, on peut les étudier en propre, c'est-à-dire voir ce qu'on appellera nous les corrélats, c'est-à-dire les émotions, c'est quoi sur un plan physiologique, vous voyez. Mais on peut aussi faire deux choses.
aller mesurer les émotions à ce niveau et voir comment les réactions du corps corrèlent avec les réactions du cerveau, voire même lequel, voyez, dans quel ordre les choses se produisent, comment les choses s'orchestrent, non plus seulement au niveau du cerveau cette fois-ci, mais du dialogue corps-cerveau. Et il y a même des chercheuses, alors elle a parlé l'an passé, je pense, au Forum des sciences cognitives, je ne pense pas qu'elle intervienne cette année, mais par exemple une chercheuse comme Catherine Talon-Baudry s'intéresse vraiment aux réponses cérébrales, aux battements cardiaques, aux mouvements intestinaux, c'est-à-dire à la façon dont notre cerveau, si vous voulez, traite ces informations, parce que finalement, on a des informations qui remontent de notre corps vers notre cerveau tout le temps, et qui constituent un espèce de contexte aussi dans lequel on perçoit les choses. Et elle a montré que ça influençait, on avait il y a maintenant des résultats sur le calage, par exemple, de certains cycles perceptifs avec, vous voyez, des battements du cœur ou de la respiration. Il y a vraiment de plus en plus de choses à cet égard-là. Il y a aussi un résultat alors, dont j'aime parler, mais parce que moi, il m'a vraiment frappé dans la dépression profonde, la dépression résistante. Quand on étudie le rythme cardiaque, on peut en faire des analyses assez complexes. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, il y a une certaine variabilité normale de ce rythme. Et il y a des éléments, ce qu'on appelle dynamiques, non linéaires, vraiment de variabilité. Et en fait, on a montré qu'ils étaient anormaux dans certaines dépressions pharmacorésistantes, que les médicaments, même si parfois ça enlevait les symptômes dépressifs, ça n'arrivait pas à normaliser ça. Et que cette espèce de fraction, vous voyez, d'information semble être corrélée. Alors attention, en science, souvent on a des corrélations, puis on ne va pas aller s'amuser à manipuler ça causalement en l'occurrence, parce que c'est corrélé au risque suicidaire. Et donc il y a vraiment là, vous voyez, il y a sans doute des choses très fondamentales sur votre cerveau, il monitore aussi ces signaux du corps. Ça participe de sa perception, alors même au-delà des émotions, du sentiment de soi, de choses comme ça. Voilà, donc oui, c'est un champ actif. Merci. Je suis ici. Vous avez évoqué rapidement le lien entre neurosciences cognitives sociales. Je viens sur l'autre dimension affective. La question que je me posais, c'est de savoir si l'éducation que nous recevons, les apprentissages, peuvent éventuellement limiter le fameux raccourci que vous évoquiez tout à l'heure entre thalamus-amygdale. Autrement dit, est-ce que du fruit de l'expérience et notamment du rapport à l'erreur, on peut éventuellement minorer le risque des défauts de perception ou des troubles de perception, notamment sur la question de la peur? Merci. Waouh. Faudra la reposer à Julie aussi, celle-là. Si. Non, mais parce que alors, à vrai dire, c'est un grand sujet, et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire que, je dirais, moi, ce que j'ai vu dans le champ des neurosciences, vous voyez, il y a eu une neuroscience cognitive. À un moment, le champ des émotions est devenu important, puis après, le champ social. Et on a une conception du social, déjà, pour dire les choses, comme quelque chose qui a évolué, en tout cas scientifiquement. Souvent, les gens qui font du social, ils viennent un peu du champ des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? On a les termes clés, ça a été neurosciences affectives, puis neurosciences sociales, etc. Je dis ça parce que du coup, dans les traitements sociaux qu'on fait, on sait qu'il y a un certain nombre de réponses, effectivement, qu'on va dire en voyant quelqu'un avoir cette espèce de réaction, la personne a l'air plus ou moins approchable, ou la première réaction, qui sont basées sur des espèces de réactions émotionnelles dont on n'a pas forcément conscience et qui, pour autant, sont des choses sociales et éventuellement apprises, vous voyez. Alors, je pense que, en fait, je ne suis pas sûre qu'il faille les éteindre, parce qu'elles sont importantes, ces réponses premières. Ce qui a été montré, je crois, c'est que, vous voyez, il n'y a pas que ces réponses, il y a d'autres réponses, on va dire, je schématise, là, vraiment à gros traits, qui vont être plus cognitives et qui vont pouvoir venir faire une régulation sur les réponses plus premières, on va dire, parce qu'elles ne sont pas plus basiques, en vrai, elles sont très évoluées, ces réponses, puisqu'elles sont très anciennes, évolutivement. Et ça, il y a beaucoup d'études, pour le coup, dans le champ des neurosciences sociales, qui montrent que, oui, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire pour désactiver certaines, voyez, représentations qui s'activent rapidement. Alors, je vais prendre un exemple dans le champ des stéréotypes. On sait que, par exemple, par défaut, il y a eu des études en Amérique qui comparent souvent les blancs américains et les afro-américains. Et au départ, mais littéralement, quand ils montraient les deux types d'images,
ils voyaient des réponses différenciées visuelles à ces deux types d'images. Vous mettez un chasuble bleu à un certain nombre de personnes, un chasuble rouge à un autre nombre de personnes, puis vous dites, ça c'est votre équipe, les bleus, ça c'est votre équipe, les rouges. Ce genre de ce qu'on appelle manipulation de groupe minimal suffit à moduler les réponses, même perceptives, que vous avez ensuite au visage blanc et noir. Il y a vraiment des choses comme ça. Je dirais que le message principal, c'est que ces représentations, elles sont très malléables. À vrai dire, bon, il nous arrive, je pense, en tant que chercheuse dans le domaine, de discuter parfois avec des journalistes. L'excuse du machin ancré, je ne sais pas quoi, biologique, naturel, très peu change la réaction qu'on a. Il y a un autre grand domaine, moi que j'aime beaucoup dans le domaine que je trouve très intéressant dans le domaine des neurosciences sociales, ce qu'on appelle l'infra-humanisation. Il y a des chercheurs et des chercheuses en neurosciences sociales qui ont montré que quand vous traitez des humains que vous percevez loin de vous, des gens sans abri, en l'occurrence, c'était vous traitez moins la direction de leur attention en fonction de leur regard, vous traitez moins leurs émotions, vous les individualisez moins en quelque sorte. On fait ça dans le champ des stéréotypes aussi. Donc, il y a, comme vous voyez, une espèce d'ensemble de réponses de votre cerveau qui est moindre. Mais tout ça est modulable en fonction de l'expérience, modulable en fonction de ce qu'on va activer justement comme représentation. Alors c'est pour ça, petit message politique, qu'on a beau dire non, mais c'est pas grave de faire une remarque à une femme quand elle entre sur son apparence. Ben si, c'est grave. Si, parce que ça active des connaissances et des stéréotypes, ça active un certain réseau. Et derrière, les personnes, aussi bien d'ailleurs la personne qui peut être interviewée par exemple pour un job que la personne qui interviewe pour le job, peuvent avoir des comportements biaisés en fonction de ça. Mais vous voyez, là, pour être honnête, moi je suis venue à ces questions-là via le champ des neurosciences, je sors de mon champ de compétences parce que les psychologues sociaux ont énormément de connaissances sur ces phénomènes. Je dirais qu'on n'a pas forcément besoin d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau pour objectiver ces phénomènes. On peut les mesurer expérimentalement, comportementalement. Bonjour, tout d'abord merci pour votre présentation. Ma question est plus d'ordre technique. C'est que, étant donné que c'est complexe d'étudier le cerveau, comment vous faites pour choisir les stimuli et notamment pour éviter tout ce qui est biais? Et je pense ça notamment pour quand vous avez présenté la recherche sur tout ce qui est attention émotionnelle. Oui, bonne question. Alors en fait, c'est vrai qu'en neurosciences cognitives, émotionnelles, sociales, on passe beaucoup de temps à faire nos stimuli. Il y a tout un travail de constitution de stimuli et de pré-test et d'élaboration parce qu'on cherche en général, il faut qu'on ait des stimuli. Vous voyez, on ne veut pas qu'il y ait des choses physiques très bas niveau qui varient parce que sinon on va avoir des réponses précoces et c'est normal puisqu'il y a des éléments physiques dans l'image très différents. On veut qu'ils évoquent des choses différentes juste sur le plan émotionnel et rien d'autre, voire d'une émotion spécifique. Donc il y a tout un travail en fait de constitution, de banque de stimuli, voire de stimulus ad hoc. Souvent, quand on fait une expérience en vrai, on conçoit l'expérience en termes de ce qu'on veut étudier et ensuite on va chercher à ce qu'on appelle nous opérationnaliser ça, c'est-à-dire créer les stimulus et la tâche qui nous permettent de tester notre hypothèse, vous voyez, le plus spécifiquement possible. Alors après, soyons honnêtes, ça nous permet parfois d'avoir des réponses, parce qu'après, c'est tout le... Vous voyez, on en discute avec d'autres scientifiques, et puis quand on publie, en général, d'ailleurs, ça fait partie des choses auxquelles on doit répondre, d'expliquer comment on a tout contrôlé, ce qui pouvait être contrôlé sur le côté. Mais soyons honnêtes, il y a aussi un autre courant qui consiste à essayer de se rapprocher de choses plus écologiques, parce que l'inconvénient de ces stimulus hyper contrôlés, c'est qu'ils ne correspondent pas bien à ce qui se passe dans la réalité, où en général, l'information est complexe et mélangée. Donc voilà, on est souvent un peu comme ça dans deux champs, avec chacun parfois nos domaines d'expertise sur ce qu'on connaît bien comme type de stimulus, mais à essayer d'une part d'avoir des expériences en laboratoire extrêmement contrôlées,
Voilà, alors on peut manipuler les images nous-mêmes, vous voyez, par exemple pour les émotions, il y a des méthodes de morphing qui permettent de prendre l'émotion intense, neutre, puis de faire vraiment un continuum, et puis de vraiment mesurer très finement comme ça ce qui varie en fonction de l'intensité émotionnelle, vous voyez. Voilà, on fait plein d'équilibrages sur les images des films, on regarde la dynamique des films, parfois on va alors les conditions de contrôle, on va les jouer à l'envers parce que comme ça l'image physique est la même, mais vous voyez, enfin voilà, on a tout un ensemble de méthodes nous pour essayer de contrôler ça au mieux et donc interpréter comme il le faut nos expériences. Et puis après on a un autre champ dans lequel on essaye de se placer dans des conditions plus écologiques pour étudier les choses dans leur complexité et de façon justement moins désincarnée. Bonjour, merci pour votre présentation. Une question sur le protocole expérimental. En fait, là, de ce que vous nous avez montré, vous traitez les émotions un peu d'une manière qualitative, c'est-à-dire positive ou négative. Est-ce que vous faites aussi des expériences plus quantitatives avec des émotions qui peuvent être parfois très très fortes, voire traumatisantes? Est-ce que ça peut poser des problèmes éthiques ou comment vous arrivez à traiter ça? Alors, c'est marrant parce que je croyais que vous alliez me demander si c'était quantitatif au sens de progressif, et j'allais dire, Julie, elle le fait, moi non. Non, mais c'est vrai, sur le morphing, et regarder en fonction du degré d'intensité de l'émotion. On essaye, alors en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne va pas faire des expériences traumatiques en neurosciences cognitives chez le sujet sain, vous voyez, pour des raisons éthiques, on ne va pas faire ça. Par contre, il y a des études sur les émotions traumatisantes, et ce qui se passe en général dans ce cas-là, c'est qu'on fait des études sur des populations différentes, c'est-à-dire qu'on aura des personnes ayant vécu des émotions traumatisantes et d'autres non, et il arrivera dans ce cas-là, pour pouvoir étudier comment les choses se font, qu'on projette par exemple des stimulus évocateurs de l'émotion, vous voyez, qui n'auront pas du tout le même impact chez une personne qui est en stress post-traumatique versus une autre personne qui n'a pas associé tel stimulus avec un traumatisme. Alors, personnellement, ce n'est pas le genre d'étude que je fais, puisque quand j'étudiais les émotions, j'étais plus sur le versant des expressions faciales des émotions, donc elles peuvent être très intenses, mais presque on cherche à avoir des émotions, on va dire entre guillemets, moins caricaturales, c'est-à-dire de se rapprocher du traitement qu'on fait tous les jours. Mais voilà, il y a des fois des études qui utilisent, il y a des banques de stimulus un peu plus intenses. Et dans ce cas-là, voilà, c'est très encadré. On fait des demandes éthiques pour pouvoir les utiliser. On explique bien pourquoi on veut les utiliser. Et bien sûr aussi, on informe bien les sujets au préalable du type de stimulus. Et sur les stress post-traumatiques, par exemple, alors c'est un peu sur le côté par rapport à ce que je vous ai raconté aujourd'hui, mais il y a des études, il y a un grand programme qui avait été lancé c'est à Caen avec Monsieur Gagnepin et Eustache, voilà, sur la mémoire traumatique des événements du 13 novembre et des relations, vous voyez, par exemple, entre mémoire collective et mémoire individuelle. Donc il y a des études, voilà, mais justement là c'est des études où ils vont étudier ces populations et puis d'autres personnes. C'était d'ailleurs des questions qui avaient été soulevées par les comités d'éthique. Attention, mais est-ce que vous allez encore traumatiser les personnes? En l'occurrence, sincèrement, non. Malheureusement, elles ont été traumatisées, mais avant et pas par nous. Et dans l'expérience, il n'y a pas du tout de recherche de réactiver ou de renforcer ce traumatisme. Bien au contraire, c'est très, très, très encadré. Merci pour votre conférence passionnante. Je voudrais juste vous poser une question sur les visages neutres. Comment est-ce que vous définissez un visage neutre? Alors, ce qu'on appellera les visages neutres en général, ça c'est vraiment le truc, parce qu'il n'y a rien qui, honnêtement, voilà, ça n'existe pas d'un point de vue pur, absolu. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que là aussi, on va faire dans nos stimulus avant qu'on va prétester, on va demander aux gens l'émotion qu'ils perçoivent dans le visage, quelles émotions, avec quelles intensités, vous voyez. Donc on fait toute une tâche de présélection. Et en fait, ce qu'on appellera les visages neutres, c'est ceux sur lesquels
il n'y a pas vraiment d'émotion spécifique et identifiée, et puis l'intensité est jugée la plus basse. Voilà. Et donc, après, y compris, hein, il arrive que, pour être tout à fait honnête, des fois les visages neutres, vraiment neutres, ils ont l'air un peu négatifs, donc ça arrive, il y a des débats là-dessus, que les gens prennent des visages neutres, mais avec un tout petit peu de positif, parce que justement, c'est plus neutre, un visage neutre, avec, vous voyez, pas complètement blunt, quoi, vide d'expression, qu'un visage... voilà, un visage neutre un petit peu souriant, enfin pas un petit peu souriant, avec un tout petit peu de positif et plus neutre que quelque chose qui serait totalement vide d'expression, quoi. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu une construction, en quelque sorte. Bonjour, merci pour cette présentation. En fait, j'aurais une question. Enfin, juste à la fin, vous avez parlé des troubles émotionnels pour l'Alzheimer et les Parkinson, enfin, des choses comme ça. Est-ce que vous pourrez dire un peu plus? Et aussi, est-ce que ces genres de choses, ça pourrait être exploré, par exemple, en indice précurseur pour ces genres de maladies? Et il y a des études là-dessus? Merci. Je sais que sur la maladie d'Alzheimer, hein, il y a des études et ça concerne les désordres, les dysfonctionnements émotionnels, mais aussi les dysfonctionnements sur le plan social. Souvent, en fait, une des difficultés, si vous voulez, c'est que en fait, traiter les stimulus émotionnels, traiter les stimulus sociaux surtout, ce sont des stimulus qui sont souvent à la fois visuels, auditifs, qui bougent. Donc c'est quoi un stimulus social? C'est aussi un stimulus qui peut-être est multidimensionnel et a une certaine complexité du point de vue du sujet qu'il perçoit. Donc, c'est un type de traitement qui peut être affecté assez vite si on a des ressources limitées pour X ou Y raison, si notre cerveau fonctionne moins bien. Donc on sait, hein, dans la maladie d'Alzheimer, il y a des études sur cet aspect-là de la cognition sociale chez les malades. Dans la maladie de Parkinson, que je connais un peu plus maintenant, en fait, en général, elle est diagnostiquée très tard. Hein, quand vous savez que ça vient d'une dégénérescence des neurones dopaminergiques. À peu près quand il y a 60% de neurones disparus, on le diagnostique, et effectivement souvent sur la base de symptômes moteurs. Mais souvent, quand on remonte, il y a des épisodes qu'on a cru dépressifs, qui étaient un début de maladie. Il y a des choses finalement souvent non motrices qui étaient là avant, ou des difficultés à interagir, des réactions un peu anormales notées par l'entourage des personnes, et qui finalement sans doute étaient déjà la maladie. Du coup, oui, il y a des études là-dessus, en fait. De plus en plus, justement, je pense, avec le développement des neurosciences sociales affectives, les gens s'intéressent à ça. Effectivement aussi avec l'espoir de pouvoir détecter les maladies éventuellement au plus tôt, et puis de prendre en compte ces difficultés-là dans tout ce qui est remédiation, aide qu'on va pouvoir apporter aux patients le plus tôt possible. Voilà. Mais c'est des domaines de recherche en fait actifs. Super, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présentation et pour vos questions. Et on va passer à la seconde conférence.